Pape, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous avez 32 ans. Alors, vous vivez entre Aix-en-Provence et Paris. Vous êtes consultant en communication. Vous avez déjà été victime de racisme inconscient? Oui, je dois avouer que tous les jours, malheureusement, on est victime de ces maladresses qui se jouent au niveau du langage. La plupart du temps, le raciste ne le dit pas clairement. Ce n'est jamais quelque chose d'avoué. La preuve, si on les enregistre et qu'ils se mettent à parler et qu'on leur dit « c'est vous qui avez dit ça », ils le nieraient tous. Donc à partir de ce moment, effectivement, le racisme inconscient se structure dans le langage, je dirais. Comme quoi? C'est par exemple avoir le rythme dans le son. Le noir, lui, naturellement, il est musclé, naturellement, le noir. C'est ce qu'on vous dit? Oui, bien sûr. On sort, par exemple, quand on va danser, quand on rencontre des gens. La plupart du temps, on nous renvoie à des critères physiques, non pas intellectuels. Et ça, pour moi, c'est une forme de racisme. Quoi qu'on puisse dire, parce qu'on ne peut pas déterminer les gens à partir simplement d'un critère physique. La plupart du temps, on dénie totalement, et on est dans le déni là, à partir de ce moment, on dénie totalement au noir, la plupart du temps, sa capacité à pouvoir rationaliser. Non mais concrètement, vous avez fait des études. Quand vous étiez étudiant, on vous a dit des choses... Terrible. Comme quoi? Oui, par exemple, quand je suis venu à la fac, j'ai fait à la base des études de philo, et donc c'est mes potes qui me disent... Mais vous avez lu Platon? Ou une prof d'université qui me dit est-ce qu'il y a des paraboles en Afrique? Mais c'est de la curiosité aussi. Il n'y a pas des gens qui vous font des remarques parce qu'ils ne savent pas. C'est juste, oui, c'est juste de la maladresse. C'est ça le problème. Par exemple, ce monsieur qui me dit d'où tu viens, je lui fais du Sénégal, il me dit ah ben tiens, je connais un ami qui s'appelle un tel. Au Sénégal, tu le connais? Ma réponse naturelle est de dire ben oui, je le connais. Mais alors, tu dois connaître Jean-Philippe. Je l'ai rencontré. Il me regarde en me disant, mais... Et il se rend compte justement qu'il vient de réaliser l'absurdité de sa question. C'est que je dois connaître dans mon village, dans mon baobab, quelqu'un qui s'appelle un tel. Et c'est comme ça. En même temps, ce que vous dites, que vous illustrez merveilleusement bien, c'est que le racisme, pour grandir, pour s'installer, je dirais même pour s'incruster, a besoin de l'ignorance. Tout ça ne sont que des marques d'ignorance. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'énerver quand on nous dit des phrases idiotes, il faut répondre gentiment. Quand vous dites, voilà, et Jean-Philippe, vous le connaissez, justement, toute cette petite phrase, le racisme, disiez-vous, se construit par le langage, mais il se déconstruit aussi par le langage. Et c'est pas se braquer qui va résoudre le problème du racisme, c'est relever, noter, en rire. Et on peut comprendre aussi la colère. Ah oui, clairement. Bien sûr, on peut la comprendre. S'il y a un moment donné, la 50e fois que vous avez entendu la même question et son absurdité, ça peut mettre en colère. Parce que tous les jours, Pape, on vous demande d'où vous venez? Ben, quasiment. À chaque fois qu'on vous présente une personne, la question il enchaîne ça, c'est hallucinant. C'est-à-dire, c'est tout le temps, d'où venez-vous? Comme si le fait d'être français implique nécessairement une question de pigmentation. Aujourd'hui, vous êtes donc consultant en communication. Ouais. Vous habillez... Fashion? Comme un consultant en communication. Comme un consultant en communication. C'est terrible, hein, ça. Ouais. Mais est-ce qu'aujourd'hui, ça vous arrive encore, ou je sais pas, quand vous êtes en costume, d'avoir des réflexions? J'ai des anecdotes, c'est quand même terrible. Tout le temps, je raconte ces choses-là. Ah oui. J'entre dans une agence pour demander du travail. Je me trouvais beau, bien sûr, et tout. J'étais habillé et tout. Et en costume? En costume et tout. Je m'installe, je viens poliment et gentiment m'adresser à la femme qui est à l'accueil. Elle m'a dit, vous venez pour remplacer l'agent de sécurité qui est là. C'est-à-dire que... Mais alors, dans l'inconscient collectif, que les Noirs le sachent, s'ils portent un costard, quel que soit le prix, ben c'est un agent de sécurité. C'est terrible. Je voudrais revenir sur les idées reçues, justement, aidez-nous à les déconstruire. Pourquoi est-ce qu'on dit que les Noirs ont le rythme dans la peau? Parce qu'ils ne peuvent pas être du côté de la culture, ils peuvent être du côté de la nature. Donc comme ils sont du côté de la nature, et comme tout l'imaginaire a montré, rappelez-vous du temps de l'esclave où on voit le Noir ramasser le coton en chantant. D'accord? On l'a tous en tête? Tous les films américains à peu près l'ont programmé depuis l'origine du cinéma. C'est-à-dire que c'est une image qui s'associe à un peuple qui pense par son corps et non pas par sa tête. Et donc, puisqu'il pense par son corps, il est dans l'émotion. Et comme il est dans l'émotion, il ne peut que réagir en vibrant à la musique. Pourquoi dit-on que les Noirs sont doués pour le sport? Pour les mêmes raisons? C'est qu'on dit, à la fois, leur corps, une fois de plus, peut s'exprimer dans ce domaine-là, mais en même temps, c'est le seul espace qu'on va leur laisser, comme pour les jeux du cirque, pour nous divertir. Le corps noir est fait pour divertir le blanc. Mais alors en même temps, ils sont doués pour le sport, mais en même temps, on dit qu'ils sont fainéants. Ah, mais s'ils sont feignants, c'est encore pour une troisième raison très évidente. S'ils sont feignants, c'est parce qu'il faut les mettre ou en esclavage dans le travail forcé. Donc on va nous montrer beaucoup de Noirs qui dorment sous des cocotiers ou sous des baobabs. On va leur expliquer que sans leur botter le cul, à coups de chicotte, ils ne travailleraient jamais. Et en même temps, ça nous renvoie dans cette logique de notre présence. Sans nous, guide blanc, jamais l'Afrique pourra s'en sortir. Regardez, quand on n'est pas là, ils dorment. Quelles idées reçues circulent sur les Maghrébins? Ah, lui, depuis les croisades, il est fanatique.
il est dangereux, il est fourbe. D'ailleurs, il est fourbe parce qu'une Il est église... menteur. Il est menteur. Il ne peut être que menteur parce qu'il nous mentira à nous, puisque lui, quelque part, a voulu à un moment nous conquérir et être supérieur à nous. Le maghrébin, par définition, alors que le noir est un grand enfant que l'on pourra mater, contrôler, le maghrébin, jamais. Donc il va falloir le surveiller en permanence, car il va à tout moment pouvoir nous poignarder, nous trahir, nous mentir. D'une certaine manière, n'oublions pas qu'il frappe ses femmes, n'oublions pas que sa religion le pousse à être un fanatique, puisque c'est même écrit, et n'oublions pas que, de toute façon, il est au fond de l'âme, il suffit de regarder son œil, regardez les caricatures qu'il y a sur les maghrébins, elles sont terribles. Il est exactement avec ce petit sourire narquois, celui qui, de toute façon, vous trahira un jour. Et pourquoi il est voleur aussi? Ça va pas, non. Pourquoi il est voleur? Parce qu'il ne travaille pas. Et d'ailleurs, c'est ce qui va accompagner la première immigration en France des Maghrébins. Ils sont perçus comme par des porteurs de maladies, mais surtout comme des voleurs naturels. Donc il faut les contrôler. Et c'est pour ça qu'en France, dès 1926, il y a des organismes spécifiques de contrôle des Maghrébins. Bon, et les Asiatiques alors? Ah bah eux, c'est la base grouillante, c'est l'invasion jaune. Mais d'où ça vient, ça? Alors ça vient à la fois de la guerre des boxeurs en 1900, où ils se révoltent contre l'autorité occidentale qui va s'installer en Chine, et la première victoire d'un peuple de couleur sur l'Occident, la défaite de la Russie face au Japon en 1905. Donc c'est la masse grouillante. Mais ils sont extrêmement travailleurs. Ah mais ça c'est normal, parce que alors ça date d'une époque lointaine. L'Africain est bon pour la guerre, le combat, le corps, ça revient, donc on l'envoie en première ligne. Physique, le Maghrébin, comme il est dangereux, on va un peu le surveiller, on va pas trop l'envoyer dans une usine, pas trop au conflit un peu partout. Et puis quand les Asiatiques viennent en 1914, on dit bah eux de toute façon ils savent pas se battre. La plupart des Indochinois qui sont venus se battre pour la guerre 14-18 ne se sont pas retrouvés au front, se sont retrouvés dans les usines. Mais c'est marrant parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas vraiment un racisme anti-asiatique. Ah bah, on le croit. Claire, si. Je perçois un racisme anti-maghrébin, anti-noir, Sûr. mais la discrétion des Asiatiques, Ah, vous venez de le dire. Et ben c'est typiquement ça. Tant qu'ils vivent cachés, qu'ils revendiquent pas, qu'on les voit pas, ça va. Mais le jour où ils s'installent dans le 11e et qu'ils occupent toute une rue, d'un seul coup, c'est l'invasion des jaunes. Et on reprend les Ça mêmes revient. discours de 15 siècles Voilà. plus tôt.